Des ondes vocastes, l'invité. Et Rémi, donc, tu reçois ce mois-ci Romuald Boulanger. Oui, c'est l'ancien animateur emblématique de Énergie de 96 à 2010, Romuald Boulanger, qui a produit et réalisé aussi de nombreux projets, des séries et des films. Et Romuald est avec nous, bonjour. Bonjour Rémi. Alors c'est bientôt la sortie du film On the Line, un casting incroyable avec Mel Gibson qui incarne un animateur radio à Los Angeles. Il est confronté à un auditeur très hostile, c'est un thriller haletant. Est-ce que c'était un vieux rêve pour toi de faire un film sur la radio ou c'était juste une belle opportunité là de ces dernières semaines? Écoute, non, j'avais deux passions quand j'étais enfant, qui étaient la radio et le cinéma. Et ce film, c'est vraiment un rêve puisque j'ai réussi à mélanger ces deux passions. Un film sur la radio, il y en a eu quelques-uns, mais celui-là, il a une particularité. J'espère que les auditeurs et les téléspectateurs seront vraiment surpris parce qu'il y a un petit truc dont je peux pas parler dans ce film, mais je crois qu'en fait ton podcast il est lié à des passionnés de radio, oui. Et je pense que ça devrait leur plaire. Ça devrait leur plaire. On peut dire, parce que déjà dans la bande-annonce, c'est ce qu'on voit, ça commence direct dans les studios d'une radio, et la grosse partie du film se passe justement dans les locaux et dans le bâtiment de la radio, c'est ça? Le son est hyper important. Moi, je voulais vraiment que ce soit très réel, qu'on soit plongé et qu'on ait une partie de l'imaginaire grâce au son. Comme tu dis, tu vois, moi je viens de la radio, j'ai fait 15 ans sur une grande radio, et en fait je suis inspiré de toute cette expérience d'animateur radio pour insuffler dans l'histoire plein de trucs réels. Donc l'idée c'est de vivre une aventure radiophonique, mais au cinéma. Il y a tout, mais effectivement on est dans un studio de radio. Ouais. La radio fictive dans le scénario, c'est K-L-A-T, si j'ai bien noté. Est-ce que toi... K-L-A-T. Je voulais pas me lancer dans le truc. Est-ce que tu as été fasciné, toi, à un moment donné, par les radios américaines? Alors, oui. Alors, tu sais qu'en fait, les radios dans l'Ouest démarrent toutes par K quelque chose, et dans l'Est... par W aux États-Unis, et en fait je l'ai appelé KLAT c'est un espèce de, on appelle ça un Easter egg, c'est un espèce de clin d'œil parce qu'en fait KLAT, si tu le mets à l'envers, ça fait Talk, et Talk est le nom du court métrage qui m'a inspiré ce long métrage. Donc en fait KLAT, c'est vraiment j'ai appelé cette radio comme ça en hommage. C'est un petit scoop que je te donne, mais c'est un petit clin d'œil à mon court métrage qui s'appelait Talk. On a retourné les lettres, ça fait KLAT, et la fréquence de KLAT, c'est 100.3, qui est un hommage à la radio pour laquelle j'ai travaillé pendant des années à Paris, qui était Énergie. La fréquence, c'est 100.3, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à Énergie. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment sympa. On en reparlera d'ailleurs dans un instant d'Énergie. Avant cela, Mel Gibson, c'est le comédien qu'on connaît tous, le charismatique Mel Gibson, mais c'est aussi une voix, j'imagine que ça a compté quand tu as composé ton casting. C'est une excellente question, Rémi, je n'en attendais pas moins de toi sur cette question, parce que en fait, clairement, quand j'étais en casting de ce film, on m'a proposé plusieurs acteurs, et quand on m'a parlé de Mel Gibson, alors, bien évidemment, je suis un grand fan absolu de Mel, mais j'ai regardé le dernier film qu'il venait de faire. C'est un film qui s'appelle Fat Man, dans lequel il joue le Père Noël, et je mets la bande-annonce. Donc on me dit ouais, est-ce que t'as pensé à Mel Gibson, ça serait super et tout. Je mets la bande-annonce de Fat Man. La bande-annonce démarre par sa voix. Et la voix de Mel, une voix hyper grave, burinée, sa voix elle est incroyable. Et je me suis dit waouh. Il avait dit un mot que c'était, je me suis dit, il a une voix de dingue, il a une voix de radio, quoi. C'est Richard Darbois, tu vois. Et du coup, il s'est vraiment plongé dans dans ce personnage d'animateur radio. Il a travaillé sa voix, il est incroyable dans le film. Il fait une performance incroyable. Ouais. Et dans le trailer, on voit qu'il l'a déclaré, il a dit qu'il s'était régalé de travailler avec toi. Comment t'as bossé justement pour la mise en scène? Est-ce que lui, il est venu avec des codes un petit peu à l'américaine sur le gestuel d'un animateur radio? Est-ce que tu l'as conseillé pour poser sa voix? Écoute, il a beaucoup aimé le fait que il connaissait pas vraiment le monde de la radio, donc il m'a posé plein de questions sur la radio. Il a beaucoup aimé le fait que je vienne de cet univers-là, parce que du coup, il y avait une part de crédibilité à travers ça, sur la manière dont on se positionnait derrière le micro et tout ça. Mel est un super bosseur, c'est-à-dire qu'avant le tournage, il est venu 10 jours avant, on a travaillé chaque ligne qu'il dit. C'est vraiment un très très gros travailleur. Il était très impliqué dans la production, même la post-production. Il était toujours impliqué, on va dire vraiment impliqué. Et il a
Non, je pense, c'était un bonheur de bosser avec lui. Tu sais, alors, quand il est arrivé, il m'a dit un truc génial, c'est qu'il m'a dit, je sais pas si tu sais, Romuald, mais j'ai déjà réalisé des films. Je dis, bah oui, t'as 2 Oscars. T'as 2 Oscars, je suis au courant. Et il m'a dit, mais je vais mettre mon cerveau de réalisateur de côté et je suis tout à toi, tu peux m'utiliser comme tu veux. Ah, c'est classe. C'était le plus beau cadeau qu'il m'a fait. Il était de 8h du matin jusqu'à 19h sur le plateau et c'était vraiment une expérience incroyable. Est-ce que Mel Gibson, lui, c'est un auditeur? Est-ce qu'il aime la radio en général? Écoute, il écoute beaucoup de radio américaine. Il écoute beaucoup les talks. Il aime bien ses animateurs, etc. Animateurs à personnalité, mais on n'a pas trop parlé de ses goûts en matière de radio. Mais en fait, mon personnage d'animateur radio qui s'appelle Elvis, c'est un personnage qui est un peu hors du temps, comme on en connaît certains animateurs radio qu'on pas et moi j'ai arrêté la radio, mais ça se trouve j'en ferai partie d'avoir pris le coche d'internet, enfin pas d'internet, mais surtout des réseaux sociaux. Enfin aujourd'hui, j'ai l'impression que les animateurs radio, ils sont obligés d'être plus présents sur Instagram et TikTok que dans leurs émissions. Alors on les juge presque plus là-dessus que sur leurs émissions. Et mon personnage de Mel, je voulais que ce soit justement un personnage qui a passé 40 ans de radio et qui se retrouve dans ce monde de TikToker et qui dit lui, mais moi fuck it, je suis pas un TikToker, je suis pas ces vieux animateurs c'est le baroudeur qui reste droit. Exactement, et mais qui a une grande gueule et qui surtout arrive son personnage, il arrive à régler les problèmes toutes les nuits en direct. Si on peut juste pitcher l'histoire du film, c'est son personnage, il règle tous les soirs les problèmes de ses auditeurs et un soir il y a un auditeur qui appelle et qui dit je vais faire une grosse connerie, il va se passer quelque chose et ça va briser sa vie, sa carrière au personnage de Mel. Il est embringué dans un truc haletant pendant tout le film. Ouais. Sur Énergie, toi tu faisais les interviews de stars, tu l'as jamais eu, tu l'as jamais reçu toi, Mel Gibson? Si, ça c'est un secret, mais je lui ai pas dit. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu sur Énergie pour la sortie de Patriote. Oui, carrément. C'est hyper cool, hyper sympa, mais je lui ai pas rappelé. Je lui ai pas dit, on s'est déjà vu et tout, parce que déjà, je pense que il s'en serait pas du tout souvenu. Et puis surtout Mel. Je voulais vraiment qu'on reste dans cette relation de réalisateur de travailler autour du projet. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais eu la chance de l'avoir déjà croisé lors de ma carrière radiophonique. C'était super. Ouais. Alors tu l'as dit, Mel Gibson. J'ai pas retrouvé d'ailleurs. Si quelqu'un a cette interview, je suis preneur parce que je l'ai complètement perdu. Il y en a qui sont forts et on va peut-être trouver ça. Tiens, ça serait rigolo. Peut-être, Alors tu l'as dit, Mel Gibson, c'est une voix et en France, le comédien voix qui s'occupait de ce comédien, c'est bien sûr Jacques Frantz, le regretté. Est-ce que tu connais le nom du comédien voix qui va doubler Mel Gibson en France? Oui, effectivement. Écoute, c'était très triste pour Jacques Frantz et Mel a été très touché de. Il était au courant que quand il est venu, ça s'est passé pendant le tournage d'ailleurs à peu près. C'est dans cette période-là que Jacques Frantz nous a quittés. Et Mel était visiblement touché de savoir que sa voix française était plus là. Il l'a pas connu, je crois qu'il l'a jamais croisé de mémoire, mais il savait qui était Jacques Frantz. Et c'est difficile de passer derrière la voix de Jacques qui a été si emblématique pour Mel. On a fait un casting là, c'est Dorothée Pousseau qui est une voix très connue. Je sais pas si tu connais Dorothée, qui est une voix emblématique de doublage qu'on a choisi pour diriger le doublage français, le casting et le doublage français. Et en fait, on a rencontré plein de comédiens extraordinaires et a priori, ce sera Emmanuel Giacomi qui fera la voix de Mel. Qui est un comédien fantastique, qui a doublé des tonnes d'autres comédiens avant, mais qui a la voix la plus proche de celle de Mel. Ok, je crois qu'il l'a fait une fois déjà, une fois. Exactement. Il l'a déjà fait une fois, et en fait, il risque de le faire beaucoup de fois. Il y a quelques films qui arrivent. Ouais. Bon, c'est un vrai plaisir. Alors, ceux qui voient la bande-annonce, on imagine les studios américains, évidemment. C'est souvent la nuit. C'est la nuit, d'ailleurs, puisque c'est un talk qu'il anime la nuit, cet animateur radio. C'est tourné à 100%, dis-moi, aux États-Unis? Écoute, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est le seul film, à ma connaissance, dont l'action se passe entièrement à Los Angeles, mais qui a été tourné entièrement à Paris. On a tout fabriqué. On a fabriqué 200 mètres carrés de studio radio
à Brie-sur-Marne dans les studios de cinéma et on a tout tourné à Paris. Et à un moment donné, Mel sort sur les toits et c'est censé être les toits de Los Angeles, mais c'est les toits de la Défense. C'est bluffant. Après, ensuite, et c'est vraiment, tu peux pas imaginer si tu le sais pas que c'est fait à Paris. Et moi, je voulais en fait tourner vraiment avec mes équipes françaises. On avait fait le court-métrage ici à Paris avec mes équipes et il y a vraiment ici une équipe extraordinaire à tous les niveaux. Pour faire un film comme ça, il faut tout un village, quoi. Il faut 150 personnes. Et en fait, et je voulais vraiment réunir ces 150 personnes-là que je connaissais depuis des années. Et je leur ai dit, venez, on fait ce film ici en France. J'avais plein d'occasions de le faire dans d'autres pays, mais on est très très content, très fiers de l'avoir fait à Paris. Surtout que visuellement, c'est assez bluffant. Et puis toi-même, en tant que metteur en scène, tu devais être vachement à l'aise, te retrouver ici, chez toi, à la maison. Bien sûr, puis avec tous les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, le directeur photo Xavier Castro, le directeur de production qui travaille dans ma société qui s'appelle Mathieu Thomas, qui est un génie de la production. Toutes ces personnes avec qui je travaille au quotidien depuis des années, on était très à l'aise. Après c'est un challenge quand même faire Los Angeles dans les rues de Paris, c'était quand même un challenge. Et puis j'étais très 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 ému, très heureux parce que j'ai demandé des petits coups de main parce que toi quand on fait de la radio, vous le savez, vous êtes des passionnés de radio comme moi, c'est dur de trouver par exemple un pied de micro. Ça paraît bête mais un pied de micro ou une console, des vrais détails. C'est pas simple. Exactement. Et j'ai demandé des coups de main à certains amis, notamment des amis d'énergie, Philippe Lequeré, Alain Reyes, de me dépanner d'un pied de micro, d'une console, d'un truc, et tout le monde a été extraordinaire. Et donc j'avais une partie un peu d'énergie dans le film qui était avec une vieille console, où tu vois des petits trucs, des bonnettes de micro, donc là c'était fantastique. Ouais, fantastique. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir parce que on adorait t'écouter sur Énergie et de voir que tu es fidèle toujours à cette passion de la radio et que tu le portes même dans tes projets. À la limite, on est fiers de voir que ça continue et on espère que ça va marcher. Je voulais revenir sur ton départ. Enfin, quand tu as laissé le micro sur Énergie, quand on t'écoutait, on n'a jamais senti qu'à un moment donné, il y avait une certaine forme de lassitude. Est-ce que c'était le cas ou vraiment, tu avais vraiment envie de partir sur tes projets audiovisuels? Non, mais vraiment, j'avais fait un peu le tour. J'avais fait 15 ans à Énergie et j'avais fait un peu le tour. J'avais eu Énergie m'avait donné une chance extraordinaire de rencontrer tous ces talents-là. J'avais fait des interviews fantastiques avec. J'étais trop heureux. J'avais vraiment eu la chance de faire des émissions le matin, l'après-midi, le soir, le week-end. Donc j'ai un peu fait le tour. Et du coup, et j'avais cette passion que je développais en parallèle pour la production de séries et de films et la réalisation et l'écriture. Et donc je me suis dit bon j'ai réalisé mon rêve le plus fou qui était d'arriver à l'époque sur la plus grande radio d'Europe. Enfin c'était déjà juste d'entendre un jour moi en fait quand j'étais comme tout le monde, juste d'entendre le top horaire derrière mon premier speak quand je suis arrivé à 18 ans à Énergie, c'était la folie sur terre. Je dormais à la radio, enfin c'était vraiment un truc de fou. Le top horaire, c'était pour un passionné, top horaire d'Énergie, le radio number, quand il arrive, j'avais l'impression d'être arrivé au bout de ma vie, quoi. J'avais 18 ans et j'étais dit ça y est, je suis arrivé au bout de ma vie, j'ai réussi mon rêve. C'était de juste dire il est 3 heures du matin et le top horaire, c'était incroyable. Tu commences la nuit, forcément. Et donc c'était incroyable. Et je me suis dit faut que j'aille à la poursuite d'un autre rêve qui était le cinéma. Donc je m'estime hyper chanceux. Parce que j'ai touché du doigt mon premier rêve et mon deuxième là, donc c'est parfait. C'est génial, ouais, c'est clair. Ah non, j'ai un troisième rêve, c'était d'épouser ma femme, et ça a été fait aussi. Donc, bon, on a fait le tour, hein. Voilà, j'ai fait le tour des rêves, voilà. Non, mais je voulais dire quand même, merci Rémi de me donner la parole, parce que je trouve que, je voulais dire à tous les passionnés de radio que ce film, On the Line, c'est un hommage à la radio. C'est vraiment un hommage à ceux qui font de la radio tous les jours, qui sont passionnés, et vous allez voir. Vous allez reconnaître plein de choses et j'ai mis plein de petits clins d'œil, par exemple sur les murs de la radio américaine. J'ai mis des photos d'anciens copains de la radio. J'ai mis Bruno Guillon en photo, j'ai mis Manu Payet à un moment donné, j'ai mis Bertrand Hamar, des animateurs radio. Donc le but du jeu, c'est que vous essayez de les retrouver quand vous regardez le film. On va cocher, de retrouver les copains français, quoi. Bon, tu fais une petite apparition, à moins que tu sois le tueur psychopathe. Alors je fais pas une apparition, je fais une apparition en photo. Je fais une apparition en photo sur un des murs aussi. On va voir ça. La réalité, c'est que le chef d'éco me dit il faut mettre des photos sur les murs des animateurs de la radio et tout. Donc on n'allait pas aller prendre des gens qu'on connaissait pas. Donc je me suis mis moi, c'était un petit clin d'œil aussi avec tous les copains de Manu Payet. Ouais, c'est super.
Bruno et tout ça, c'était rigolo, quoi. Alors toi, t'as arrêté en 2010, hein, je crois, c'est ça, hein, Énergie. Exactement. Et depuis, alors je sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais depuis, les audiences radio se tassent. Hein. Je pense que c'est lié. Hein. Je pense que, franchement, mon départ a vraiment fait chuter l'écoute radio en France. Je pense vraiment, en toute modestie. Comment tu vois le média radio, toi, en ce moment? Est-ce que tu comprends que les auditeurs se tournent vers d'autres supports? Moi, je vais te dire. Moi, je crois que je continue toujours. Les gens de ma génération continuent toujours d'allumer la radio dans la voiture et d'écouter la radio, l'instantanéité et tout ça, etc. C'est vrai que moi, par exemple, mes enfants, jamais de leur vie, ils peuvent accepter 4 minutes 30 de pub. Ils sont dans un truc où, avec les plateformes, ils ne peuvent pas comprendre que pour attendre, mais j'ai l'impression que c'est tous les enfants de la Terre aujourd'hui. Quand tu as moins de 12 ans, ou peut-être tu ne comprends pas pourquoi il faut attendre 4 minutes 30 de pub pour entendre le truc que tu peux avoir gratuitement, pas gratuitement, mais instantanément ailleurs, quoi. Donc c'est le vrai problème, il est là, je pense. Le vrai problème, il est comment tu tiens le. Et je pense qu'il y a les radios qui ont commencé vraiment à faire ce travail de contenu un peu différent, tu vois. Les radios musicales, elles se sont mis vraiment au talk, d'essayer de créer des vrais événements pour pallier à ça. Mais moi, je pense que la radio, elle a quand même encore de beaux jours. De très beaux jours. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, Romuald, il y a quelques années encore, sur certaines radios, même des réseaux jeunes, hein, on disait les plus jeunes acceptent largement la publicité, ça dérange pas, quoi. C'était vraiment, il y avait un discours. Ah, mais moi, j'y crois pas. Tu vois, aujourd'hui, si je devais encore être sur Énergie, si je devais dire attention, restez bien avec nous, dans un instant, vous allez écouter le nouveau Lady Gaga. En le disant, tu me dirais, mais en fait, c'est n'importe quoi, parce que le mec qui veut l'écouter, il n'a pas besoin d'attendre, il va. Ils écouteront 4 fois. Ce truc-là n'a pas de sens, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec un téléphone, tu le branches sur ta voiture, c'est un câble, ou alors en Bluetooth, et c'est fini. T'as plus rien. Donc c'est là où il faut essayer de se retrouver, se remettre en question. Mais je crois qu'elles le font, les radios. Tu vois, aujourd'hui, la promesse, elle est plus forcément. C'est plus de dire dans 4 minutes 30 après la pub pour les supermarchés, vous allez enfin écouter votre chanson, mais c'est pas dit parce que je vous annonce moi animateur d'une chanson qui va arriver au final dans 3-4 chansons. Ouais, tu vois, ça marche plus. Mais avant, moi quand je suis arrivé à Énergie et qu'il y avait un nouveau titre, le nouveau Madonna par exemple, t'attendais avec les 2 doigts collés sur ton radiocassette pour l'enregistrer, t'attendais vraiment 4-5 chansons pour écouter ta chanson, quoi. C'était vraiment un autre monde. Et ça paraissait pas fou, hein, on comprenait en plus la démarche. On comprenait, et puis on écoutait bien. De toute façon, t'avais pas le choix. Hein. Oui. Tu voulais écouter, t'avais entendu la chanson à 17h20, tu te disais, ah là là, c'est la folie, la nouvelle chanson, mais comment je fais pour l'écouter? Elle est pas encore sortie dans le commerce, je peux pas aller au supermarché pour l'acheter. Comment je fais pour l'écouter? Je veux la consommer, je veux l'écouter 20 fois de suite, mais tu l'enregistrais quand t'as repassé à 20h, quoi. Mais entre temps, t'avais écouté 2 heures pour essayer de la réécouter. Là, mais ça, les radios, elles ont mis du temps quand même à comprendre que le monde avait changé. Ça a mis un peu de temps, je trouve. En tout cas, c'était un plaisir, Romuald, de parler de radio et de sentir toujours cette passion. Là, je te pose une question, on est parti pour 3 quarts d'heure. Ouais, pardon, moi je peux te parler de radio jusqu'à ce soir. Bah, c'est génial. En tout cas, on va se régaler avec On the Line. Alors là, tu bosses sur la distribution, hein, c'est ça? Distribution française, on en sera plus dans quelques jours, dans quelques semaines. Hein. Exactement. En France, ça va sortir, je pense, en début d'année 2023. Et puis ensuite, ça sort aux États-Unis là le 4 novembre. Et puis dans le monde entier, un peu partout. Donc c'est fantastique. Moi, je me régale parce que je me dis, ce film, on l'a fait à Paris par des passionnés de radio et de cinéma, et de voir que ça sort dans le monde entier, c'est super jubilatoire. Et ben, on va se régaler en tout cas en regardant ce film. On te souhaite plein de réussite. Merci Romuald. À bientôt. Merci Rémi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Des ondes Vocast.